Bienvenue à vous, bienvenue ici à vous. C'est avec grande joie et plaisir que nous nous retrouvons ici dans la maison de Rousseau, maison de la littérature, pour parler de ce thème. L'Europe sera multiculturelle ou ne sera pas. Mais il y a quelque chose dans le thème de cette rencontre de ce soir, écrire pour, contre, avec, provoquer l'avenir. Tous ces sous-titres qui sont très riches, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent là derrière dans ces mots. Pascal Kramer, peut-être une première question. Provoquer l'avenir à travers la littérature, comment ? Je ne vais pas avoir la réponse parce que moi j'observe ce qui se passe avec, comme tout un chacun, peut-être une intuition de ce vers quoi on va. Mais provoquer l'avenir, alors ça pourrait être, si on part du principe que les livres puissent avoir un poids et une influence sur le cours des choses, je suis plus sceptique là-dessus. Mais oui, ça pourrait être ça le rôle de la littérature, mais je ne crois pas, en tout cas, ce n'est pas mon ambition. Marie-Pierre Gross, est-ce que pour vous, provoquer l'avenir, c'est peut-être... Enfin, prenons les choses dans l'ordre, c'est peut-être plutôt décrypter, comprendre, sentir le présent avant de se tourner et provoquer l'avenir. Par rapport à ce que vous avez écrit, par rapport au thème aussi de votre livre, Relier les rives. J'ai l'impression que la fonction de la littérature est surtout de transmettre via un constat le présent ou les présents, entre autres la multiculturalité qui pour moi est, c'est-à-dire que le thème c'est pas sera ou ne sera pas, mais elle est, c'est un constat. Et du coup, en tout cas, dans ce livre-là, l'idée c'était de témoigner de ce constat. C'est ce qui est ressorti lors de ma relecture. Mais en fait, ça s'est fait de façon évidente, parce que de manière criante, que ce soit dans les mots qui s'élargissent, qui s'enrichissent grâce à la multiculturalité. Pensez à Kiffé, qui a été introduit dans le Larousse récemment. Kiffé, dans Éric Orsena, disait qu'il enrichit la langue française, parce qu'on a aimé, adulé, apprécié, mais on n'a pas aimé par tous les pores, aimé avec sensorialité, et Kiffé, qui vient de l'arabe, nous l'offre. Donc voilà, oui. Pour revenir à provoquer l'avenir, ce constat du présent qui passe par la littérature doit nous aider à peut-être regarder, autrement ce serait prétentieux, mais à regarder. Regardez comment aussi, Pascal Kramer, Autopsie d'un père, votre livre, c'est un livre qui raconte en fait ce terrible voyage en fait de votre personnage, un journaliste extrêmement connu, un journaliste radio, qui glisse, c'est son voyage d'un point de vue idéologique, de la gauche à la droite de la droite, n'est-ce pas ? Justement, écrire comment, pour, contre, avec, pour ce genre de thème. Justement, ça c'était très compliqué parce que c'est rare en fait que je m'attaque à des sujets qui sont plus directement politiques et c'était très difficile de ne pas tenir un propos politique. Je voulais précisément pas faire ça, je voulais faire du roman. Donc ça a été vraiment une vraie difficulté et quand on parle d'avenir, c'était marrant. Moi je l'ai écrit sur 3 ans. Et je me disais, il va falloir que je me dépêche de le terminer parce qu'il va bientôt être périmé. Tellement je trouvais que les choses que j'étais en train d'observer se produisaient à vitesse grand V en France. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer de donner une radiographie de cette France aujourd'hui. Je pense quand même elle est encore un peu comme ça aujourd'hui. Avec tous ces malentendus, tous ces pôles, voilà, et cette multiculturalité de fait, parce que je suis d'accord avec Marie-Claire, la question elle est plutôt est-ce qu'elle restera ou comment, ou est-ce qu'elle restera de façon sereine, mais donc dans le livre on se balade un petit peu, on est dans cette lointaine banlieue presque campagne, la banlieue plus proche vraiment très banlieue difficile, Paris, Parc Monceau, voilà, donc on se balade et à travers les personnages on a une perception, j'espère, de ce que sont ces différents pôles de la France d'aujourd'hui.
Vous me disiez, Pascal Kramer, que justement, au moment où vous avez commencé à écrire votre livre, ça vous a pris 3 ans, et vous aviez peur donc que ce que vous étiez en train d'observer allait disparaître, allait s'étioler ou allait devenir... Non, beaucoup plus, enfin que ça devienne déjà une banalité de le remarquer. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, vu que c'est quelque chose d'extrêmement juste, hein, le personnage de votre livre, il fait partie d'une famille qui est aussi assez extrêmement médiatique, j'ai vu dans un entretien. C'est quelqu'un de la trempe de Éric Zemmour, Robert Ménard, tous ces gens qui, tout à coup, dans leur tête, dans leur cœur aussi, dans leur conviction, ça switch. C'est quelque chose d'extrêmement présent tout de même. C'est très très présent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est très frappant quand c'est de la part de gens qui sont de grands intellectuels. On peut se dire, voilà, des gens qui n'ont pas d'instruction, qui n'ont pas d'argent, qui vivent un quotidien difficile. On peut comprendre qu'ils versent vers une sorte de rejet de l'autre. Mais de la part d'intellectuels, et en fait moi je me suis fait la réflexion. D'abord, le personnage, moi je trouve, enfin c'était un intellectuel de gauche, mais une gauche, qu'en France on appelle gauche caviar, et effectivement c'est des gens qui finalement étaient sans doute, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une génération juste avant 81, enfin, où à l'époque où quand même être de gauche c'était encore un peu subversif. Après, à partir du moment où Mitterrand a été élu, c'est devenu le conformisme. Et donc c'était ce personnage, moi je sens qu'il a toujours voulu être un petit peu dans la subversion. Et qu'il était de gauche, mais sans véritablement, parce que dans ce village, les gens qui étaient plus simples, ils les trouvaient ploucs. Il y avait du mépris, donc c'est pas des gens qui se sont vraiment intéressés profondément au peuple. Et donc finalement, c'est un peu le même mépris qui est à l'œuvre. Moi, j'ai l'impression qu'il a finalement pas tant changé que ça, qui reste provocateur. Et donc avant, ça l'était à gauche, maintenant ça l'est à droite. Et avec au fond quelque chose de très peu, très élitiste. Donc, et quand on est élitiste, forcément on rejette ce qui ne correspond pas à ses idéaux culturels. Et donc c'est un peu comme ça que moi j'analyse la chose. Juste une petite parenthèse, ce qui est aussi extrêmement intéressant dans votre livre, ce qui ressort de l'écriture, vous parlez gauche-droite, et puis c'est effectivement ça, c'est ce parcours-là que l'on suit, parmi d'autres choses bien sûr, mais ce parcours de gauche à la droite de la droite, ce personnage qui à un moment donné défend aussi publiquement un crime de haine en fait, raciste. Mais au fond, ce qui ressort beaucoup de votre livre, Pascal Kramer, c'est le fait qu'il n'est plus question d'idéologie, il n'est plus question de gauche et droite, il est plutôt question de, je ne sais pas, ouverture et fermeture. Donc oui, c'est ça qui ressort. Mais je pense que ça, je crois que c'est une analyse qu'on fait, que c'est vrai que ces clivages gauche-droite, ils existent. Enfin, il y a vraiment les gens ouverts et ceux qui ne le sont pas, et que c'est pas. Moi, j'ai beaucoup. Eu l'occasion de travailler avec des milieux catholiques en France, mais plutôt genre secours populaire, secours catholique, etc. Ça peut être des gens de droite, mais ils ont une ouverture qui est très grande en fait. Ils militent pour le droit à migrer, ils ont, enfin bon. Et donc je me rends compte, et puis de la part de gens qui étaient très à gauge des femmes, elles peuvent devenir anti-islamistes pour des raisons de féminisme. Donc finalement, on ne retrouve plus tellement les cases habituelles se sont un peu mélangées. Justement, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que c'est un peu le sentiment. On parle beaucoup un peu cette petite voix qui nous dit on est perdu, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment se positionner, justement, des féministes qui combattent, qui luttent contre, par exemple, comme vous avez déjà donné l'exemple, contre le port du voile, et ainsi de suite. C'est toute cette idéologie qui est en train de s'étioler, de disparaître, toutes ces cases qui se mélangent. Comment avez-vous senti en fait ces choses-là? De quelle manière vous vous êtes emparé en fait de ces thématiques pour pouvoir les retranscrire à travers la fiction? Alors, bon, moi j'ai la chance. Alors, le point de départ, c'est
C'est en fait Richard Millet, qui est un auteur pour lequel j'ai une plus grande admiration. Il a écrit notamment La gloire des pitres, qui est un livre absolument un chef-d'œuvre, qui est un homme que j'avais rencontré, que j'avais trouvé plutôt sympathique, qui est très courtois, qui est très intelligent, qui a beaucoup d'esprit. Et puis tout d'un coup, il publie son éloge de... Alors j'arrive jamais à me souvenir du nom de ce type d'extrême droite qui a tué des jeunes de gauche sur une... Et donc il a fait l'éloge littéraire. Alors c'était assez sioux et ça m'avait tellement... Et puis là, il a maintenant un blog où il est dans une espèce de délire, carrément. Et ça m'avait... Je m'étais dit, mais mince, comment est-ce que quelqu'un d'aussi intelligent... voilà, donc et puis j'avais cru sentir des choses, justement, cette peur. Alors moi, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de peur, et qu'en fait, c'est des gens qui n'arrivent plus à vivre avec leur époque, qui n'arrivent pas à être résilients, c'est-à-dire à se réadapter à ce qui advient, et donc qui se disent c'était mieux avant. Donc voilà, donc je suis partie de ça, j'avais envie d'essayer de sentir ça, et puis moi j'ai la chance depuis toujours en fait de naviguer entre des milieux très 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 différents, des gens très simples, des gens, enfin bref, et donc j'avais cette perception, donc j'ai un peu placé toute cette connaissance que je peux la jeune Chloé qui est un peu ce Carmonde déglingue, ça j'en ai vraiment, enfin voilà, c'est un petit personnage qui habite pas là et que je connais, et c'est aussi voilà des gens qui deviennent très racistes, mais aussi par méconnaissance de beaucoup de choses. Enfin là je peux pas non plus jeter la pierre, et puis Agnès aussi. Enfin voilà, donc j'ai un peu, j'ai fait moi parce que je les vois, parce que je les connais vraiment. Ça c'est, je pense que s'il y a une chose que je sais bien, c'est aller partout, et puis je passe assez bien partout, donc j'arrive bien à m'intégrer mais de façon naturelle, je ne vais pas en reportage. Alors justement, ça c'est un mot-clé, l'enchaînement il est tout fait. Avec vous, Marie-Claire Gross, vous qui publiez dans votre tout premier livre, Relier les rives. Pascal Kramer parlait de reportage, vous c'est différent, c'était plutôt une enquête. C'est le point de départ, on va dire, et peut-être la fin aussi de votre livre, c'est entre ces deux votre livre en fait raconte, enquête, même si c'est clairement de la fiction, bien sûr, ça s'inspire aussi de l'histoire de quelqu'un qui existait. Oui, alors je pars de l'histoire d'une femme qui a existé, et puis j'ai transformé ça en fiction, il est vrai. C'était sur la place du marché à Vauvert, en septembre 2013, un croisement avec une amie qui me dit 2-3 mots sur une femme qui a existé. Et je sais pas ce qui m'a accroché, mais ça m'a conduit à faire différentes interviews de personnes qui avaient rencontré cette femme dans différents milieux en quelque sorte, parce que c'était une foireuse, une femme qui faisait la fête, c'était une femme effectivement en rupture de ban, qui avait quitté son mari, ses enfants. Et puis j'ai fait des interviews comme ça, et puis qui m'ont amené à d'autres rencontres, qui m'ont amené encore à d'autres rencontres, c'est-à-dire à aller régulièrement dans des repas canadiens d'une association de migrantes, rencontrer des très belles personnes aussi engagées dans l'ombre auprès de populations vulnérables, essentiellement des migrantes, mais aussi dans ces repas, il y a des fois des voisines, des dames âgées comme ça qui viennent, et puis qui viennent passer un moment. Ça peut être assez bigarré. Il peut y avoir des immigrés qui sont là depuis 20 ans, qui se retrouvent plutôt par communauté, c'est même pas facile d'être dedans, d'y intégrer à un moment. Ou bien il y a des personnes qui sont arrivées il y a 3 mois, voilà, et qui se sont rencontrées généralement par les cours de français, parce que l'instigatrice, c'est une femme qui donne des cours. Et puis, voilà, cette histoire m'a amenée à élargir ma vie, à envisager la ville où je suis ancrée, qui n'est pas nommée, mais vraiment à la voir derrière le voile, sans lien à l'islam, mais derrière le paravent. Et puis, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des très proches de cette femme, et depuis, c'est vrai qu'il y a des liens qui se sont tissés et qui existent. Et du coup, je me suis mise à écrire en parallèle, parce qu'il s'agissait littérairement de donner voix
C'était ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver une voie. C'était assez dangereux parce que par bien des aspects, je suis très loin de Soraya. Soraya, donc, c'est une femme immigrée en Suisse depuis le début des années 2000 et puis qui, au moment où on est dans le livre, elle est là depuis 13 ans, elle perd son appartement et on la suit à partir du moment où elle perd son appartement jusqu'au moment où on va lui en retrouver un. Et puis Soraya, c'est l'archétype de la vulnérabilité, donc elle est immigrée, encore asialophone, précarisée, en rupture, je vous l'ai dit, avec sa famille qui est aussi en Suisse, mais en rupture avec sa famille au Moyen-Orient, parce qu'une femme divorcée, normalement, doit rentrer dans sa famille. Et puis, en plus, elle a une addiction à l'alcool. Voilà. C'est justement cette enquête que vous avez menée, ces rencontres que vous avez eues. Vous dites aussi dans des entretiens que vous avez donnés que ce qui vous inspire, c'est le réel, c'est le quotidien, c'est les gens. Comment, en tant qu'auteur de fiction, comment est-ce qu'on s'empare du réel? Quel type de filtre vous mettez? Quel type d'outils vous employez pour tout de même garder aussi une dimension fictionnelle dans l'écriture? Alors, j'ai réfléchi au trait de ce personnage et je me suis dit que je ne pouvais écrire que... Je ne pouvais essayer que de transmettre ce présent, c'est l'instinctive, elle est dans l'instant. C'est quelque chose de très beau parce que même dans toute la noirceur, c'est une vivante, c'est une vibrante. Et c'est elle la réelle leçon de ce livre. C'est une anti-héroïne, mais quelle grandeur. Et du coup, je ne me suis jamais laissée aller à dire... à être dans l'explication, à dire ses sentiments vraiment profonds. Elle est très pudique, donc elle est beaucoup dans l'action, dans la réaction à l'espace, dans la rencontre avec les gens. Il y a ce jeu aussi entre ce qu'elle dit et ce qui se passe dans sa tête. Mais je ne pouvais pas lui faire dire ses ressentis parce que c'était quelque part violer le personnage. De quel droit j'aurais fait ça? Donc ça a été un des aspects. Puis l'autre chose, c'est que un des premiers textes que j'ai écrit, c'est le début, puis ça m'a bien aidé, c'est-à-dire pour partir vraiment sur ce personnage qui par moments est dans la déjante, quoi. Mais en même temps... en pleine dérive aussi. Ouais. Et puis du coup, l'écriture très scandée, très orale, à devoir aussi leur dire lecture, beaucoup élaguer, mais élaguer toujours à l'oral. Donc voilà. L'emploi du moi-je aussi, de la première personne. Ouais. Une histoire racontée à deux voix aussi, d'une certaine manière. Donc, ça, c'est des outils nécessaires pour restituer le réel, votre lecture de cette histoire vraie. J'avais peur de garder que la voix de Soraya, j'avais peur d'épuiser le lecteur et de ne pas pouvoir faire un texte aussi long. Et puis en plus, ce qui m'intéressait dans la voix de Louane, qui, selon moi, littérairement est moins intéressante, mais permet aussi peut-être au lecteur de reprendre son souffle, et s'il doit s'identifier à quelqu'un, souvent il s'identifie à Louane, et du coup, tant la présence de Louane que la structure en alternance et ce rapprochement quand même au fil du livre entre les deux personnages, j'ai l'impression que ça devrait inviter le lecteur à rencontrer Soraya et à l'envisager non comme immigrée de Jordanie et de Palestine, mais être en soi. Je la rencontre. Justement, Pascal Kramer qui a lu le livre. Oui, moi je l'ai lu. Alors j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu alors il y a déjà longtemps parce que c'était sur Épreuve, c'était dans le cadre du prix Walser. Et j'ai adoré ce livre parce que j'ai trouvé que... Enfin, moi, ça m'a parlé instantanément parce qu'en plus, j'en connais des Soraya et je trouve qu'elle est d'une justesse, mais absolue. Et justement, c'est ce que j'ai trouvé très très fort, c'est c'est un jeu et qu'on rentre dans la tête de cette femme. On comprend absolument comment elle fonctionne, et tout en sachant que c'est de la déglingue. Elle est quelque part maltraitante presque avec ses enfants. Et tout le temps dans une sincérité absolue. Enfin, j'ai trouvé que c'était d'une justesse, mais effarante. Et puis, j'ai bien aimé cette seconde voix qui
parce que c'est justement la tentative d'aider, mais alors quand on veut aider, on est dans le raisonnable, et c'est vraiment la main tendue, et puis l'autre, elle la prend pas, quoi, et je trouve que c'est très juste. Et puis j'ai aimé, je trouve pas qu'elle soit moins intéressante, ce personnage, parce qu'elle a quand même quelque chose de très beau dans l'empathie, enfin, je trouve qu'il y a c'est une belle personne, donc ouais, non, c'est un très beau livre. Justement, on est dans la tête, dans le ressenti, dans les émotions de Soraya, justement, mais on est aussi dans le récit d'une personne qui se retrouve dans une forme de nomadisme imposé. C'est justement ça, un peu cette tension dramatique qui existe en elle. Voilà comment vous avez réussi à traduire, pareil, à vous emparer d'un thème qui c'est la petite histoire qui explique la grande histoire, qui explique la grande histoire des milliers, des dizaines de milliers de migrants qu'on voit aujourd'hui, cette problématique à laquelle nous sommes confrontés, on est en pleine actualité. Alors ce qui est particulier, c'est que le livre a été écrit quand j'ai commencé les recherches fin 2013 et je l'ai terminé fin 2014. Donc vraiment, la crise dite des migrants, elle vient après. Et je l'ai vraiment focalisé sur cette histoire dont j'avais quelques bribes et j'avais envie d'explorer ça. Concernant le titre, ce que vous avez dit, ce nomadisme imposé, c'est marrant parce que le livre est un hommage à elle, nomade obligée, et la nomade obligée, ça a été un titre de travail à un moment donné. J'ai hésité longuement, et puis il y en a eu encore d'autres, mais c'en était un. Parce que moi, le Moyen-Orient, ça fait un petit moment, mais j'y suis allée en nomade touriste, avec certaines rencontres très fortes, oui, mais j'y suis allée en touriste, c'est-à-dire mes voyages sont tous sauf obligés. Et justement, cette exploration du nomadisme obligé, je pense, m'a été possible aussi parce que j'ai localisé cette histoire dans un espace, dans une géographie que j'arpente à vélo. C'est une ville de la Riviera vaudoise, une ville où je suis ancrée en plus. Donc du coup, ça m'intéressait de questionner le territoire, c'est-à-dire de questionner le chez-soi pour elle. Peut-être justement nos grandes différences et cet espace à disposition, même si je n'allais pas forcément revoir les lieux avant d'écrire. J'ai hésité à aller une nuit, quand même me balader au bord du lac pour m'entraîner pour certaines scènes. Finalement, je ne l'ai pas fait. Mais quand même, cette proximité, le fait de marcher, d'arpenter ces lieux a certainement d'éteint. Et puis, c'est vrai que dans ce que j'écris, c'est souvent, voire toujours en mouvement. Et Soraya, elle est en mouvement. Et pour moi, elle incarne bien, justement, le migrant d'aujourd'hui, qui est tout le long en route et qui du coup, non seulement vit ses traumas qu'il a essayé de quitter, les traumas du voyage, mais encore, il est toujours dans l'incertitude quand il s'arrête quelque part. Donc il y a ce nomadisme qui va toujours avec du mouvement. Et chez Soraya, c'est ce qu'on sent aussi dans ce livre. Oui. Vous avez choisi, surtout vous avez choisi un petit extrait qui vous semblait important, justement. C'est ce que vous disiez, et puis c'est très juste, c'est un livre qui se lit, qui s'écoute, qui se laisse dire quand vous écoute. Qui se lit avec les oreilles, oui. Et puis c'est vrai, quand j'ai préparé la rencontre, la multiculturalité, elle surgit de diverses façons. Hein. Par la langue, il y a cette mixité de l'arabe et du français, il y a même un peu d'anglais, il y a de l'arabe restitué en italique, parce qu'on lit quand même un livre en français. Au niveau culinaire aussi, c'est vraiment très, très invité. Bien sûr, ça se retrouve aussi dans la question du voile que Soraya a décidé d'enlever. Elle s'est fait tatouer, elle porte jeans. Et par contre, son amie Amina a fait exactement le chemin inverse. Donc tout ça, c'est possible. Il n'y a pas une règle là. Alors j'ai choisi un extrait qui pour moi, dit la multiculturalité géographique et puis aussi particulièrement culinaire, quand Soraya travaille au Café du Commerce. J'arrive au commerce.
c'est cuisine aujourd'hui. Monsieur Marcel prépare la piccata. La cuisine est petite. Les murs jaunes, les lumières pas top. On se marche dessus, mais j'aime bien. Je presse l'orange sur la salade de carottes. Les oranges, c'est Jaffa, mon père. Les Palestiniens qui partent, les bains, la mer qu'on voit de la maison. Un jour, on part pour une vie meilleure, ailleurs. Voiture pleine, matelas attaché au toit, tous serrés dedans. Adieu maison, vieux meubles. J'entends la voix de Marcel. Elle est où ta sauce? Tu veux que je t'aide? Sa main prend fort la mienne, la serre. Ma main tient la spatule en bois. Il mélange avec moi. Je n'aime pas. Mes souvenirs me retrouvent. Je revois les oliviers, les voiles qui volent, la poussière de la route. Plus d'oranges, plus de mer. On passe des barrages, des contrôles. On ne peut pas aller ailleurs. On n'a pas le droit. Le sol est plat. Désert. Pierre. Le soleil cogne. On passe en Jordanie avec toute la famille jusqu'à Zarqa, près d'Amman. J'ai 6 ans, il paraît. Les Jordaniens, nous ne sommes pas comme eux. Ils le disent à l'école. Au commerce, Marcel a lâché ma main. T'as mis ton mélange dans la sauce tomate? Oui, j'ai mis le za'atar. Je me souviens que le frère de mon père retourne à Jaffa bien plus tard. Il sonne à la porte de notre maison. Une dame ouvre. Il entre. C'est vide. Pas comme avant. Et les meubles, ils sont où? Je ne sais pas, la brocante peut-être, monsieur, elle dit l'Israélienne qui vit là. Là, dans la cuisine au commerce, la sauce tomate est prête et le chef hurle. C'est prêt ces carottes? Thym, sésame, sumac. Je saupoudre les bols. C'est une manière aussi, justement, de rentrer dans une forme d'intimité. Intimité à travers ses goûts, c'est la cuisine, tout ce que ça représente, tout ce qu'il y a derrière aussi ça. Est-ce que c'était aussi pour vous ce besoin de rester, de reconstituer cette forme d'intimité avec le personnage de Soraya? Alors il y a plusieurs choses. Comme je vous ai dit que j'ai puisé dans le réel, j'ai rencontré 2 de ses enfants. Et ce qui est vraiment ressorti, deux de ces enfants, de la personne qui m'a inspiré Soraya, et ce qui est ressorti, c'est que justement, elle faisait des miracles avec le peu qu'elle avait. Et puis, ce livre, quelque part, il a aussi pour fonction de dire à ses filles quelque chose. Et c'est vrai que j'ai puisé dans ce concret de la cuisine. Et quand je suis allée au repas des femmes migrantes, je me suis rendu compte que c'était extrêmement important. Que je ne passe pas autant de temps, moi, en tout cas, assez rarement en cuisine avec ma vie aujourd'hui, mais qu'il y a quelque chose à y faire. Et c'est vrai que le livre, si je devais lui donner une couleur, je lui donnerais la couleur orange, parce qu'il y a ce motif de l'orange qui relie l'ailleurs et l'ici. Et puis l'orange, elle est parfois douce, elle est parfois amère. Douce et amère, un peu comme le goût de la haine, qui se retrouve aussi dans votre livre, Pascal Cramin, parce qu'il y a justement cette force, cette énergie presque destructrice que l'on ressent aussi dans votre livre, cette société française au bord de l'implosion. Il y a même un personnage qui dit à un moment donné comment est-ce qu'on a pu, cite de mémoire, comment est-ce qu'on a pu laisser la haine gagner les cœurs des uns et des autres. J'ai vu qu'au moment où Marie-Claire lisait un extrait de son livre, vous avez pris votre livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait écho? Oui, mais tout d'un coup, je me suis dit qu'il faudrait parler choisir un autre passage. Plus justement dans la multiculturalité. Oui, parce que c'est comme ça qu'on arrive à relier les livres. C'était quoi
justement comme... Parce que moi j'avais pensé pas lire le passage, vu qu'on parle de ce personnage, de ce père, et qu'en fait il est présent dans le livre, mais en tant que corps sur un lit. Et donc j'ai l'habitude de lire plutôt ce passage-là. Et puis du coup je me suis dit non, mais en fait il faut vraiment que j'aille plus dans les aspects de multiculturalité, avec un petit passage à la crèche, avec la rencontre d'un père d'enfants, et donc voilà, qui était plus en résonance. Voilà, est-ce qu'on peut... Oui, alors j'ai pas préparé la lecture, et moi je suis donc une grande dyslexique qui essaye de se soigner, et donc j'espère que je vais pas trop être mauvaise. Ania arriva tôt à la crèche. Elle y trouva un matelas décousu sur tout un côté, gisant, alors ça va commencer mal, gisant culbuté comme un corps par-dessus le muret de l'entrée. Un des petits attendait à la porte, juste derrière, accompagné de son père, ce qui arrivait désormais assez souvent, un homme grand, émacié, coiffé d'un calot au crochet, sur son crâne de cire noire. Les deux aînés fréquentaient également la crèche, mais de façon aléatoire. Ania n'arrivait pas à savoir ce qui décidait qu'ils viennent ou non. C'étaient des enfants au regard dense et têtu, dont les habits séchés au plafond d'un studio sans lumière ne se défaisaient pas d'une fadeur de cuisine. Il était question qu'ils soient relogés, mais les choses restaient en plan. La mère s'en remettait à Dieu ou au personnel de la mairie avec une égale colère implorante. Agnès s'impatientait à la fois de sa vindicte et de son indolence. Il lui avait fallu plusieurs semaines pour surmonter sa colère de la voir à nouveau enceinte. Le matelas était lustré de rosée. Ania alla chercher des gants en caoutchouc pour le soulever par-dessus le conteneur à poubelle. Le père du petit Issa ne fit pas un geste pour l'aider, embarrassé, semblait-il, de se trouver en sa présence en dehors de la crèche. Une telle laiteuse de cataracte recouvrait ses yeux d'un regard presque bleu. Ania se demandait ce qu'il voyait. Elle ne savait pas davantage s'il parlait français. Il acquiesçait aux consignes par de lents mouvements de sa main levée. Jamais Ania n'avait entendu sa voix ni vu aucun des petits crier en sa présence. Cet homme portait en lui une loi obscure et très ancienne qui intimidait. Ania réalisa qu'elle avait imaginé exactement ce visage de nuit luisante, ce corps dressé comme un fagot sous la longue tunique sombre, à l'homme qui avait été retrouvé noyé dans la rivière Ave. Le fils de l'horloger n'avait jamais été ni un vandale ni un courageux. Quelle sorte de haine en lui avait trouvé à se soulager, à piétiner à mort des membres secs revêtus d'une simple cotonnade. Quand tu parlais de la violence tout à l'heure, ce qui moi m'a toujours frappé, moi j'ai vécu donc dans un village vraiment Carmonde du nord de la France, où il y avait beaucoup de violence, et cette violence elle pouvait venir justement de jeunes empotés, très, et c'est ça qui est très fou, c'est que ça peut sortir comme ça D'ailleurs, très souvent, quand tout d'un coup on entend un forcené qui a dézingué les gens autour de lui, c'est souvent des personnalités très retirées, et voilà. En fait, je pense qu'il y a de ça dans les violences qui sont en train de monter, cette violence des exclus, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas trop. Ça a vu cet effet papillon, cette petite violence, cette haine qui se construit à un petit endroit et qui tout à coup éclate, justement, comme vous dites. Quelqu'un qui prend sa mitraillette et qui va, qui commence à dézinguer des gens. Justement, ça aussi, parce qu'il y a aussi dans Ania, vous avez lu cet extrait, Ania qui est la fille de Gabriel, c'est le personnage, c'est le père, qui elle s'est éloignée de son père, elle travaille dans une crèche en banlieue. Et il y a un moment donné, justement, une des collègues de Ania qui dit si on pouvait les renvoyer chacun chez eux, mais même Ania, elle a aussi tout d'un coup, elle a aussi ces moments de là, elle est nouveau enceinte, ils sont pas là, il y a forcément, je crois qu'on est obligé aussi de dire ses propres réactions. On est tous, moi
on m'a reproché de ne pas avoir assez condamné le personnage du père, en fait, pas avoir été assez tranché dans mes... Mais moi, j'espère, moi, je suis très vigilante vis-à-vis de moi-même, et je crois en fait, la première chose à faire, c'est de l'être, parce qu'on ne sait pas à quel moment on pourrait basculer nous aussi. Je crois que non, mais puis je fais tout pour que ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais. Et qu'en fait, des réactions d'incompréhension, enfin, on se frotte et c'est compliqué, quoi. Ouais. Puis la force du constat aussi, quand Anya sort et puis sort le matelas et qu'elle attendrait volontiers de l'aide, quoi, ce serait assez évident, et puis que ça se fait pas. Ben là aussi, on n'a pas vraiment son ressenti au moment, mais oui, parce qu'il y a et puis c'est un malaise, voilà. Ça dit un malaise. Puis après, plus loin, elle va voir que quand elle referme la porte, elle rentre avec le gamin, que le père a retourné le matelas pour voir s'il pouvait l'utiliser. Et ça, c'est aussi, alors ça, c'est vraiment une des réalités de la rue en France, quoi. Les gens, ils récupèrent les trucs. D'ailleurs, tout se trouve là. Je ne sais pas si vous connaissez le journal Le 1. Ils m'ont demandé la semaine dernière, j'ai fait un long papier sur les SDF parce que j'avais vécu avec des gens dans un foyer qui avaient été à la rue, et un d'eux, Pierrot, qui est un type qui est une personnalité absolument hallucinante, je lui ai dit du coup, mais emmène-moi parce que je savais qu'il m'avait dit qu'il était sous le Forum des Halles et je me présentais pas bien la chose, et donc il m'y a emmené. Alors c'est dans des dalles de tunnels où il y a des voitures, puis d'autres pas, il y a là où les objets encombrants sont déposés, donc ça fait une espèce de grand hangar, et puis justement il passe, on tombe sur un casque de soudeur, et hop, ça peut servir, il l'embarque, et c'est cette espèce aussi de débrouillardise où finalement tous les rebuts servent, et lui il me disait, on trouve tout à la rue. Alors il s'était fait une rue dans cette espèce de tunnel, ils étaient à plusieurs, et j'avais même trouvé un aspirateur pour nettoyer notre rue. Bon. Et donc on est tout d'un coup dans un monde. Puis ils mettaient, oui, c'est génial, parce qu'ils avaient des prix, il y avait des petites bornes SOS avec des prises, donc ils arrivaient à avoir donc il avait récupéré des enceintes très puissantes, et ils mettaient la musique à fond, et dans le Forum des Halles, on l'entendait, et tout le monde se disait, mais d'où sort cette musique, quoi? Justement, ça, c'est des expériences que vous avez eues, et vous disiez aussi, parce qu'à raison, vous avez vécu au nord de la France 10 ans à peu près. Non, en fait, j'ai eu une maison pendant 10 ans, mais j'y ai vécu vraiment pendant 3 ans. Ouais. Et vous racontez justement de cette expérience, vous racontez une image qui me semblait très intéressante, de voir les pubs qui étaient un peu placardés, l'endroit où vous viviez, qui avait des pubs qui avaient tout leur sens. À Paris, oui, et puis surtout moi je venais de la pub. Ouais. Et donc je voyais bien dans les agences parisiennes, on est super cool, on fait du 36e degré. Puis ensuite je voyais ces affiches dans le village du nord de la France, dans un autre contexte, et je me disais, mais mon Dieu, mais oui, c'est... Voilà, c'est ce décalage. Mais il est énorme, mais à part ça, il est vraiment énorme. Et puis encore, moi quand j'y vivais, c'était encore pas... moi je fais, alors ça paraît pas très jouissif quand on le dit comme ça, je fais la rédaction du rapport statistique du Secours catholique. Oui, tout ça. Et en fait, là, ils ont en fait, comme ils sont présents partout, et puis qui tiennent des statistiques, ils ont vraiment une vision très claire d'abord de la pauvreté en France, elle évolue par exemple chez les vieux énormément, etc. Et puis aussi des problèmes rencontrés, et ce sont des déserts du service public. Beaucoup de régions françaises où il n'y a pas de car, les gens s'ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent absolument pas ni travailler, ni faire quoi que ce soit. Il y a plus de centres de santé, on est quand même, et puis c'est vraiment effrayant quand on lit, et puis les communes, et puis alors il y a beaucoup de gens qui étaient dans des cages à lapins en banlieue parisienne, qui se sont dit, mais à la campagne on aurait beaucoup plus de place pour le même prix, sauf qu'il y a beaucoup plus de place, mais le chauffage coûte une blinde, et puis qu'ils arrivent, ils trouvent pas de boulot, et puis qu'ils coûtent à la mairie parce qu'il faut donner des aides, et puis donc ils sont pas du tout les bienvenus, et puis etc. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'écart entre
entre les villes et puis à l'intérieur des villes, il y a quand même là maintenant à Paris, il y a l'équivalent d'une ville moyenne à la rue. C'est quand même alors qu'on voit pas forcément, qu'on voit le soir quand on sort après la fermeture des métros. Puis déjà à partir de la fermeture des foyers de jour, ça commence à se déployer, mais c'est hallucinant, quoi. Quand vous êtes porteuse en fait de ces images, de ces récits, de ces rencontres, je fais aussi un lien avec ce que vous disiez, le fait qu'on vous a peut-être reproché de ne pas avoir été un tout petit peu plus tranchante dans votre livre, vous n'étiez pas du tout dans le jugement du père, de sa position, de ses positions insoutenables par ailleurs. Alors quand vous êtes porteuse de ces choses-là, est-ce qu'il vous semble important, au moment de l'écriture justement d'un livre, de trouver un rôle, d'écrire quelque chose, comme on dit, à thèse, de nous dire, de nous expliquer, de nous transmettre peut-être un message plus ou moins subliminal sur ce que l'on devrait penser de ce décalage, de ces dérives, de cette société, comme vous dites, que vous décrivez au bord de l'implosion? Moi, j'ai vraiment pas, parce que moi, j'ai pas de vérité. Donc, en revanche, je sais que je connais beaucoup de choses et il me semble que je les sens bien et j'essaye de rendre ça et puis de les faire vivre au lecteur. Et c'est à chacun de voir. Mais en fait, moi, j'essaye toujours de comprendre. Mais partout, toujours, j'essaye de me dire, mais si j'étais à la place, et je trouve que c'est un travail intéressant à faire. Et moi, il me semble que c'est la seule façon d'avancer vers la paix, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et donc, moi, ça m'agace quand les gens tiennent des propos tranchants sur les électeurs du Front National, parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer, quoi. Et voilà, on l'a vu là aux États-Unis, tout le monde a dit que c'était un connard, etc. Oui, ça n'avance, ça ne fait pas avancer les choses de mépriser l'autre, quoi. Donc c'est d'essayer de comprendre. Donc moi, dans tous mes livres, j'essaye tout le temps de me mettre à la place et puis d'aller dans la complexité, parce que ce que je dis toujours, c'est vrai que le roman, c'est quand même un lieu où on a un peu de temps pour dire les choses, où on est face au lecteur, c'est un face-à-face, on est entre adultes, on peut se dire les choses, et les choses, et puis surtout, moi, dans ce livre-là, j'ai aussi envie que les gens s'interrogent sur leur propre réaction, finalement. Justement, moi, je disais tout à l'heure, et c'est vraiment vrai que c'est un exercice, je me surveille tout le temps, je suis vigilante avec moi-même, et j'aimerais bien que, c'est ça que j'ai aussi envie de dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de message, ce qui rend d'ailleurs la lecture, le lecteur, du coup, il est embarrassé parce qu'il ne sait pas. J'étais très embarrassée. De ne pas savoir. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai lutté parce que j'avais la tentation de dire, mais n'allez pas croire que moi, je pense comme ça. Et après, je me disais, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste montrer les choses et puis laisser chacun se positionner. Marie-Claire, aussi, dans votre livre, on ressent, il n'y a pas de jugement. On écoute la voix de Soraya, on est avec elle, surtout, on est dans un récit à la première personne, donc fondamentalement, mais je n'étais pas en train de la juger, de porter des jugements, même s'il y avait des choses avec lesquelles je n'étais peut-être pas forcément et totalement d'accord, il y avait des choses qui me heurtaient, mais peu importe, je continuais, j'étais là. Et pour vous, c'était aussi la même manière de vous positionner, pas de jugement? Alors je me retrouve bien dans ce que dit Pascal Kramer, c'est-à-dire que si on veut suggérer au lecteur une expérience sans l'orienter, en tout cas explicitement, on est forcé de le confronter comme ça au constat. Alors il y a ce jeu, mais ce jeu, en même temps, il n'y a pas de complaisance, parce que c'est un personnage qui assurément est maltraitant, qu'on a envie de prendre dans les bras, puis qu'on a envie de gifler aussi. Je pense que si, en reprenant le titre, écrire pour, contre, avec, j'écris pour, indéniablement. J'écris pour ceux dont on ne parle pas. Je la mets au centre. Le temps de la lecture, le lecteur, qui qu'il soit, quelles que soient ses valeurs, ses tendances, entre autres peut-être politiques ou comme ça,
il va se retrouver avec cette personne. Après, on verra bien ce qu'il en dit, peu importe. Et puis, je pense que j'écris pour relier les rives. En tout cas, dans ce projet-là, le titre, il est là, pour relier les rives, non seulement géographiques, mais pour questionner le fait qu'on essaie, ou que certaines personnes essaient de relier les rives. C'est le cas de Louane, qui essaie de comprendre et de rencontrer Soraya, mais c'est aussi le cas de Jock, de Nicole, d'autres personnages et des enfants qui essaient de se rapprocher de cette figure qui, pour ces raisons à elle, ne peut pas, et ça pose la question, c'est est-ce qu'on peut, et ça ne touche pas que la question du migrant ou de l'immigré, est-ce qu'on peut accéder à la solitude de l'autre? Et puis, pour moi, c'est la question. Je me tourne vers vous, peut-être des questions dans la salle, parce qu'on discute. Mais il y a de la place aussi, bien sûr, pour l'autre rive. Qui est un peu dans le noir, là. Il y a le coucher de soleil. Qui a plus, du coup. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Bon, j'ai lu le livre de Marie-Claire, j'ai pas lu votre livre, malheureusement, pas encore. Mais je suis assez réceptive à ce que vous dites par rapport à est-ce que l'auteur doit dire ce qu'il faut penser. Et je pense que le livre est d'autant plus fort qu'il ne le dit pas et qu'il fait s'interpréter le lecteur. Après, le lecteur, il pense qu'il est finalement. Mais même si c'est entre deux, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas s'il se dit, mais finalement, elle est de quel bord, cette personne? Elle est pour, elle est contre. Mais au moins, ça lui renvoie la question au lecteur même, en disant, mais moi, je serais de quel bord? Et je trouve que c'est intéressant parce que je trouve que les livres qui nous font aller dans un sens ou dans un autre, c'est parfois désagréable. Parce qu'on a vraiment l'impression, clairement, qu'on nous dit, mais vous pensez ça. Mais je peux poser une question, s'il vous plaît? Parce que c'est intéressant. Le fait que vous avez repris ça, c'est peut-être la question qui devrait être posée, c'est aussi le fait qu'on est face à deux livres qui racontent le quotidien, qui racontent ce qui se passe autour de nous, et que c'est quelque chose de très présent dans notre vie. C'est peut-être pour ça que l'on attend aussi de votre part un positionnement, parce que c'est quelque chose que nous connaissons et c'est comme si nous avions besoin d'une clé de lecture. Peut-être qu'avec d'autres thématiques, peut-être qu'avec d'autres sujets, est-ce que l'écriture du réel demande peut-être pour le lecteur une autre manière de se positionner? Je ne sais pas. Non, mais moi je pense que, alors après ça dépend quel lecteur, parce qu'il y en a toutes sortes. Moi c'est vrai que j'ai envie de lecteurs qui acceptent de se plonger et puis qui n'attendent pas des réponses des livres. Moi moi en tant que lectrice, j'aime les livres qui vont me chercher là où, qui vont me questionner. Je cite toujours un livre de Ananda Devi, Le Sarivaire, où on est dans la tête, on est avec un homme qui est d'une violence terrible avec les femmes, et c'est affreux parce qu'on est d'ailleurs, tout comme on est dans la tête de Soraya, et que même quand elle est maltraitante, on comprend exactement comment elle fonctionne. Là, cet homme de violent, on finit, ça vient nous chercher quelque part au fond de nous, et moi je trouve que c'est ça l'intérêt d'un livre, c'est quand il fait un peu bouger les trucs, on a des habitudes de pensée, on se questionne peut-être pas toujours assez, et moi j'aime bien quand ça me démet un peu les vertèbres, quoi, que ça change un peu les trucs. Excuse-moi Verena. Par rapport à ça, justement, autre positionnement quand on est dans l'écriture du réel, de l'intime, du proche, de la proximité. Je crois que justement, en tout cas, là aussi comme lectrice, moi j'aime bien qu'on ne me mâche pas le travail, qu'on ne me force pas à me positionner. L'homme elle est libre, regardez, c'est noté. J'ai envie d'assumer cette liberté aussi comme lectrice, donc je pense que j'écris aussi ce qui me convient comme lectrice. Et puis effectivement, en référence à ce livre, Le Sarivaire,
ça me renvoie à la scène où Soraya, dans Relais les rives, est maltraitante et en même temps elle dit que ses enfants, est-ce qu'elle a de plus cher au monde, mais elles sont déjà parties retourner passer le week-end chez leur père. J'ai l'impression que nous, face à ça, n'ayant aucune clé de lecture, on est extrêmement démunis. Puis ça veut dire que cette donne où on est démunis, où on n'a pas de solution, on n'a pas de clé, c'est comme de poser des petits cailloux. Ça va nous rester. Et puis j'ai l'impression quand même que la lecture justement de textes non jugeants sur le réel, ça a une fonction aussi éducative. C'est que si l'auteur ne peut pas se positionner, si le lecteur ne peut pas se positionner, qu'il est hyper mal et qu'il s'en souvient, quelque part ça a des sacrées vertus. Pardon. Oui, non, vas-y. Je me disais justement, mais est-ce qu'au fond c'est pas ça le rôle de l'art, de la littérature? C'est justement de ne pas être idéologique et de nous laisser, contrairement, en plus, je veux dire, aujourd'hui on est vraiment à l'ère de la communication, on nous vend du rêve, on vient d'assister à une campagne présidentielle extrêmement forte pour ça, on a toute une majorité qui a décidé d'aller vers un rêve, enfin ce qu'ils imaginaient être le rêve, parce qu'on y va à gros coups d'idéologie. Et justement, je me demande, pour vous, auteur, et j'aurais posé la même question à un artiste au fond, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, votre travail? Voilà. Oui, moi je pense qu'on a... Enfin, d'abord, puis c'est pas intéressant de savoir ce que l'auteur pense, c'est ce qui donne à voir, quoi. Moi je pense que c'est d'attirer le regard vers certaines choses, et puis d'obliger... Voilà, moi je pense que c'est vraiment... et puis qu'on a à témoigner, enfin, c'est vrai que... Il y a toujours des gens comme ça qui vous disent mais à quoi ça sert d'écrire après Gide? Bon, oui, si, parce qu'ils ne vivaient pas aujourd'hui, et que c'est important qu'il y ait des livres aussi qui parlent de notre présent. Et après, c'est vrai qu'après, le lecteur, moi, il y a une chose qui me frappe toujours, parce que moi, j'aime tous mes personnages. Un peu moins le père, là, mais autrement, j'aime toujours, même les plus... Bon. Et puis, et souvent, on me renvoie des choses, on me dit, mais tu n'aimes pas tes personnages. Je dis, non, c'est les lecteurs qui ne les aiment pas. Et souvent, moi, ça me frappe à quel point beaucoup de gens ont des regards sévères sur les autres. Mais je me dis, mais bon Dieu, c'est vraiment, c'est tout de suite une conne, ou, enfin, c'est terrible, quoi. Et voilà, donc moi, j'aimerais ouvrir à la bienveillance, mes chers lecteurs. Marie-Claire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis juste convaincue de ce que vous dites. Effectivement, l'art, il a cette fonction d'éclairer avec notre regard, mais pas de donner de réponse. Mais j'aimerais quand même revenir là-dessus, parce que quelque part, les mots, c'est une vibration quand ce que vous écrivez n'est pas... l'art n'est pas, au contraire, comme on l'a dit. Et vous touchez sur des thématiques qui sont extrêmement chaudes. On est dans un champ vibratoire. On est vraiment, on ne peut pas dire qu'on peut s'isoler dans une montagne pour songer à ce que c'est que la migration, l'autre. Et alors, vous êtes ici en tant qu'écrivaine, bien sûr, on parle d'art, mais l'action, écrire est une action quelque part. Et quelle est la séparation entre écrire et ce que ça entraîne d'autres choses? Est-ce qu'avec cet outil que vous avez choisi, quelque part, même si vous ne vous positionnez pas, le fait de ne pas vous positionner vous positionne quelque part, parce que rien n'est l'autre sur cette terre. Heureusement d'ailleurs, vous êtes des êtres vivants avec un... Est-ce que ça crée quelque chose? Comment ça bouge autour de vous avec ce que vous avez fait? Je serais curieuse de voir, parce que l'écriture est une forme d'action dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que ça vous a donné envie d'agir? Est-ce que ça vous a fait vous bouger quelque part en tant qu'être dans les sociétés, puisque vous aimez la société dans laquelle vous êtes, sinon je suppose que vous n'écriviez pas. Alors, ça rejoint quelque chose que j'allais dire spontanément, c'est qu'effectivement, on dit l'art, ça sert à ça, etc. Mais bon, après, comment est-il entendu ce livre-là? Je n'ai pas les chiffres de vente, mais je pense que ça doit être dans les 4000 exemplaires. Donc, autant dire que ça ne change rien. Il faut être quand même très lucide là-dessus, quoi. Alors après, ça a le mérite d'exister. Il y a on a des retours de gens qui ont été émus, qui ont... Voilà, ça n'est jamais inutile. Et puis, un livre qui
parle à une personne, ben, il a déjà raison d'avoir été là, mais il ne faut pas non plus se leurrer sur le poids qu'on a. Donc moi, c'est vrai que j'ai une vie d'écrivain depuis toujours, et puis j'ai une vie de citoyenne qui est engagée, oui, à ma manière. Enfin, moi, je sais que mon talent, c'est d'aimer les gens, même les plus brinque-ballants et voire détestables. Et donc, je mets en œuvre ce talent dans ma vie quotidienne. Mais c'est vraiment très... Et puis après, ça nourrit évidemment ce que j'écris, mais la démarche, elle est vraiment très séparée. J'ai habité pendant 1 an et demi donc, dans un foyer avec des gens qui avaient été à la rue, etc. Et tout le monde a cru que j'allais, parce qu'en plus c'était un lieu qui était géré par des catholiques, moi je ne suis pas croyante, et donc ils se disaient mais quelle peut bien être sa motivation si c'est pas... Et donc tout le monde pensait que j'allais venir écrire un livre, et puis c'est vrai que c'était pas... Après forcément ça sert, enfin forcément ça ouvre d'autres perspectives, ça permet de découvrir d'autres choses... Et ça débouche sur des choses, notamment celui sur lequel je suis en train d'écrire. Je ne l'aurais jamais écrit, je pense, si j'avais pas, même si ça n'a rien à voir directement, si j'avais pas été dans ce lieu-là, quoi. Mais hélas, oui, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on se leurre sur la portée de l'art. Et puis souvent, c'est comme les films voilà, les gens qui vont les voir, c'est ceux qui sont déjà en empathie avec le sujet. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir comment, en fait, faire bouger les lignes. Justement, Marie-Claire, sur cette problématique, vous parlez de quelque chose qui se passe en Suisse, hein. Donc Soraya, donc c'est très proche de nous, ça peut se passer à Genève, à Vevey, n'importe où. Donc effectivement c'est important. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers le livre, ceux qui l'ont lu, est-ce que vous avez eu des retours de gens qui vous ont dit ça m'a fait changer de regard sur l'altérité? Ouais, c'est la première partie de votre question. Hein. J'ai pas eu de mots qui m'aient dit cela, j'aurais bien aimé changer le regard sur l'altérité. Non, par contre, j'ai eu des retours uniquement favorables. Je m'attendais éventuellement à des réactions virulentes. Alors, j'ai eu 2-3 réactions à l'oral où on m'a dit je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose comme ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus doux dans le style et puis à un autre sujet. Voilà, bon. Ça a été souvent vite fermé par ces personnes, puis du coup, je l'avais presque oublié. Mais j'ai reçu beaucoup de mots, de lettres très beaux, et entre autres... je me souviens de celui d'une amie de ma mère, donc une octogénaire, ancienne enseignante, qui a souligné justement cette force du constat et de la force de ce texte selon elle qui ne juge pas, qui ne met pas la société au pilori, qui ne cherche pas en fautif. Parce qu'on pourrait, je ne sais pas, accuser les services sociaux d'avoir été insuffisamment vigilants, on pourrait accuser je ne sais qui. Et puis il n'y a pas du tout ça dans le livre. Et puis elle mettait ça en évidence en disant que justement... ce livre faisait la part belle à la part humaine, qu'elle soit celle de Soraya ou de toutes les personnes qui essaient d'entrer en lien ou de soigner le lien avec elle. Donc pas d'écho, moi je m'attendais quand même à des échos, à des réactions fortes quand même, de saisir de ce thème majeur de l'immigration via une figure. Je n'ai jamais eu ça. Alors est-ce que les gens se taisent ? J'ai eu des échos aussi de personnes, je pense, de sensibilités différentes. Hein, le jour de vernissage à Vevey, ça a été en 2 temps, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu un effet Vevey, indéniablement, avec des gens très différents, mais qui parfois trouvent que c'est un livre qui parle de leur ville, qui parle de la vulnérabilité. Il y a des personnes qui sont touchées parmi leurs proches, qui connaissent des maladies psychiques, qui peuvent faire penser, Soraya peut faire penser à cela, même si ce n'est pas du tout explicite, mais ça pourrait. La question de la précarité aussi, qui est quand même très proche d'un tas de gens. Donc quelque part, c'est un livre qui casse les frontières. Il n'est pas que sur une immigrée. Parce que justement, Soraya n'est pas qu'une immigrée jordano-palestinienne, c'est un être à part entière. Et du coup, on s'intéresse à cet être-là. La deuxième question par rapport à l'engagement, je vous ai dit tout à l'heure que la démarche, la recherche m'a amené à élargir ma vie. Je vais toujours 1 fois par mois à un repas dans une maison de quartier. Hélas, mon horaire professionnel
me laisse moins de temps, donc c'est un petit peu frustrant, mais j'y vais toujours. Il est question qu'on fasse un atelier d'écriture aussi avec justement la personne qui organise ces repas, mais j'avoue que je n'ai pas forcément développé mon engagement actuellement, en tout cas auprès de migrants. Par contre, j'ai une de mes filles qui est très engagée dans un foyer pour mineurs. Et là, elle est en train de récolter des habits ces 2-3 jours. Puis elle les aide pour leur cours. Voilà. Une dernière question. S'il y a encore des volontaires. On sent une grande empathie quand vous entendez parler aussi pour vos personnages, l'une et l'autre, pour des mesures différentes. Et je me demandais comment vous vous situiez aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez dit que vous écriviez indéniablement pour? Est-ce que des fois vous aviez eu l'impression d'écrire, par exemple, à la place d'eux? Ou enfin, jusqu'où c'est se mettre à la place? Est-ce que des fois, par rapport à ce personnage, Soraya, par exemple, qui existe, vous avez eu des réserves de vous dire est-ce que tel détail, il faut que je passe vers la fiction? Enfin, comment vous vous situez par rapport à vos personnages? Ou au contraire, si vous êtes plus en distance, de vous dire là, j'aimerais quand même bien qu'on sente que c'est pas complètement moi. Enfin voilà, j'étais juste curieuse de ça. Alors, se nourrir clairement du réel, comme je l'ai fait pour relier les rives, à quelque chose d'assez dangereux et d'assez fragile, éthiquement parlant. Donc cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la rencontrerai jamais, pour différentes raisons, mais il y a assez proche. Et quelque part, si la réalité était beaucoup plus chargée que le livre, il y a aussi eu des choix absolument nécessaires à faire. Qu'est-ce que je pouvais explorer ou pas, par rapport à mon éthique, mais par rapport aussi à la culture de l'autre. La question s'est aussi beaucoup posée avec l'issue du roman. Ouais. Et je suis sur un autre projet, je me réjouis d'exercer quelque part plus de liberté d'auteur. Et puis, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, merci beaucoup, merci Pascal, merci Kramer, merci Marie-Claire Gros, il y a trop de R, ouais. J'ai un accent, donc dès qu'il y a 2 R. Et merci surtout à vous d'avoir participé à cette discussion, cet échange autour de la multiculturalité. L'Europe sera multiculturelle ou ne sera pas. On l'aura compris, elle est multiculturelle, c'est un fait, et c'est vous qui l'avez dit lors de cette discussion que nous avons eue. Merci beaucoup. Et mardi